Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais je me suis fait littéralement aspirer mon âme par un jeu, mais on garde ça pour une autre vidéo. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au retour d'une des sagas phares des années 2000, Destination Finale. Dans les années 90, le slasher, ce genre qui veut qu'une bande d'ados se fait dézinguer par un tueur masqué, a été usé jusqu'à la corde. Souviens-toi de l'été dernier, dont on va avoir une suite très bientôt, Urban Legend, Mortel Saint-Valentin. Il y en avait pour tous les goûts, et surtout les mauvais. À tel point qu'une saga comme Scream, qui allait en détourner les codes, voire gentiment s'en moquer, ça allait être une vraie bouffée d'air frais. Oui, mais voilà, pour en être arrivé à la satire, c'était que le slasher était arrivé dans une impasse. Donc la question se posait, comment renouveler le genre? Et c'est là qu'arrive le film de James Bond qui va avoir cette idée géniale, puisque dans tous les slashers, le boogeyman est un être invincible par le scénario, pourquoi ne pas le remplacer directement par l'être invincible par défaut, la mort? Ici, nul besoin de tricher avec le scénario pour savoir comment le tueur fait pour être à plusieurs endroits en même temps. La mort, c'est une entité à la fois omnisciente et omnipotente. Et du coup, ça relance complètement les enjeux, parce qu'il n'y a absolument aucun moyen de se protéger. La menace peut venir de n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Je vous remercie. Et ça, les producteurs et scénaristes l'ont bien compris, puisque ce sera le premier argument de la saga. Jouer en permanence avec le spectateur pour savoir comment la prochaine victime va mourir. Dès lors, tout va être question d'imagination pour trouver dans n'importe quelle situation un enchaînement d'événements qui amènera à une mort la plus violente, la plus gore. La saga est quand même assez gore pour des films interdits moins de 12 ans, et la plus amusante possible. Amusant, oui, parce que la saga va adopter, en particulier à partir du Sonk Octopus, un humour assez noir, jouant avec la notion de karma et d'ironie du sort, en particulier dans les signes avant-coureurs des morts. Je vais te faire brûler vif. Quelques petits degrés de plus, allez. Du sang et du rire, il n'en faut pas plus pour faire un bon divertissement. Et il ne faut pas en attendre bien plus de cette saga. Parce que aussi sympathique et ludique soit-elle, on ne peut pas dire que ce soit des chefs-d'œuvre de mise en scène. C'est pas irregardable, c'est pas techniquement indigent, mais vraiment ça fait le strict minimum, on a plus l'impression d'un téléfilm de luxe. Et on peut en dire de même du casting. Alors il y a quelques visages connus, Sean William Scott pour American Pie, Edgy Cook que vous devez connaître majoritairement pour Esprit criminel, mais qui a aussi joué dans le film de Sofia Coppola Virgin Suicide, la super Mary-Elizabeth Winstead, Scott Pilgrim, Boulevard de la Mort, 10 Cloverfield Lane et j'en passe. Et surtout Tony Todd, un des visages les plus célèbres de l'horreur pour avoir incarné Candyman. Mais pour les autres, à moins d'être physionomiste et d'avoir reconnu pas mal d'acteurs de série, la majorité sont des inconnus. Du coup, d'un côté, c'est cool parce que ça laisse un minimum de suspense sur qui peut vivre et qui peut survivre. De l'autre, ça veut dire que les performances sont pas terribles. Mais ce ne sont pas les seuls défauts de la saga qui en gagnera quelques-uns au fur et à mesure qu'elle progresse, notamment dans l'utilisation des technologies numériques. Là où le 1 et le 2 avaient plutôt tendance à utiliser des effets pratiques, alors il y avait toujours du numérique mais c'était utilisé plus avec parcimonie, ce numérique va avoir tendance à devenir beaucoup plus omniprésent dans les épisodes 3, 4 et 5. Un numérique pas toujours maîtrisé et qui, avec le faible budget de ces films, a tendance à se ressentir. Certes, ça permet sur le papier des morts plus violentes et plus graphiques, et d'un autre côté, ça les rend moins palpables. Et je ne parle même pas de l'utilisation de la 3D à partir du 4e opus, qui fait que ce dernier est celui qui a le plus mal vieilli et absolument hideux. On sent vraiment qu'on était dans la mode post-Avatar et qu'il fallait absolument foutre de la 3D de partout. Destination Finale, c'est une saga qui est assez chère à mon cœur parce que c'est une saga d'enfance que j'ai découvert lorsque j'avais 10-12 ans. Merci papa-maman de m'avoir ouvert au cinéma d'horreur aussi jeune. Et une saga que j'avais l'habitude de revisionner au moins une fois par an. Mais bon, entre l'embellissement des souvenirs et le fait que ma façon de regarder des films n'est plus celle d'il y a 20 ans, j'ai décidé de revoir tous les opus. Et si je devais donner mon avis sur les différents opus de la saga, je dirais alors que le 1, c'est un téléfilm correct qui pose bien les bases et est suffisamment ludique pour être divertissant. Le 2 reprend le concept du 1 en le poussant davantage, plus de mort, plus d'inventivité. Et ce carambolage meilleure scène de la série. Le 3 est sans doute le plus amusant et le plus ludique à tel point qu'il contient mes morts préférées de la saga, à savoir celle du magasin de bricolage et de la cabine UV. Juste dommage que le film soit aussi vulgaire. Le 4 est de loin le pire de la saga, c'est con, c'est moche, les personnages sont antipathiques et on a droit à la mort la plus ridicule de la saga avec la séquence de la piscine. Ah mais vraiment, l'aspiration des organes par l'anus, celle-là je m'y attendais pas. Et le 5, c'est le seul que j'ai revu à la hausse lors de mon revisionnage. Je trouve que c'est celui qui est le mieux mis en scène, notamment les effets de profondeur avec l'effondrement du pont. On retrouve des personnages un minimum attachants, pas tous,
mais certains, par des petits détails, arrivent à me donner suffisamment d'attache pour que je ressente quelque chose lorsqu'il meurt. Et on a une bonne gestion du suspense, notamment avec une des séquences que je trouve les mieux tenues de toute la saga, celle du gymnase. J'étais donc fin prêt pour voir le 6e opus de cette saga. Attaquons le sujet de cette vidéo. Parlons de Destination Finale, Bloodlines. Il y a très longtemps, j'ai eu une prémonition qui a tout déclenché. J'ai vu ce que la mort s'apprêtait à faire. J'ai sauvé des dizaines de vies ce soir-là. Que tout le monde quitte la piste de danse! Des vies qui n'auraient jamais dû être sauvées. Mais la mort n'aime pas qu'on lui contrarie ses plans. Eh ben, on est sur une sacrée déception. Bon, l'histoire, vous la connaissez, c'est la même que les 5 précédents. Une personne a la vision qu'un accident qui va faire des dizaines de morts va se passer. Elle arrive à sauver certaines d'entre elles, mais la mort n'en a pas fini avec elle, et va donc chercher à les récupérer dans des accidents tout aussi mortels et sanglants. Le petit twist de cet épisode, c'est que l'accident s'est passé des décennies avant, et que tous nos protagonistes sont en fait de la même famille. Et pour le coup, j'aime beaucoup l'introduction qui se passe dans un restaurant sur une tour en hauteur, à plusieurs centaines de mètres, et la tour va petit à petit s'effondrer et exploser. La mise en place est satisfaisante, ça joue bien de son environnement, ça joue bien de la hauteur du lieu, c'est assez généreux en gore, même si on pourra lui reprocher encore une fois l'utilisation du numérique, et on retrouve cet humour noir cher à la saga. Cette joie de voir un gamin se faire écraser par un piano. Non, je suis pas un psychopathe. Donc cette première séquence, j'en suis très satisfait, elle est très prometteuse pour la suite. J'y retrouve vraiment tous les éléments que j'attends de la saga. C'est après que ça se gâte. Parce que dès lors qu'on revient dans le présent, le soufflet s'effondre un peu. Le film a des gros soucis de rythme. Il est le plus long de la saga, il dure 1h50, là où les autres durent en moyenne 1h30. Après, 20 minutes en plus, ça ne veut pas forcément dire 20 minutes d'ennui. Ça aurait pu être dédié à davantage de morts ou prendre plus de temps pour la mise en place des grandes séquences de celle-ci. Mais je sais pas, tout le long du film, j'avais cette impression que le film avançait au ralenti. Et afin de vérifier si c'était juste une impression ou si mon ressenti était légitime, j'ai fait quelques calculs. J'ai repris tous les épisodes de la saga et pour chacun d'entre eux, j'ai compté 3 points. En premier, le nombre de scènes qui impliquent un mort. En second, les grandes séquences de mise en place qui jouent sur le suspense avec le spectateur pour savoir comment les personnes vont mourir, tout ce qui est le cœur même de la saga. Donc par exemple, dans le 1, Terry qui se fait faucher par un bus. Bon, ça compte pas. Et enfin, le nombre de morts visibles à l'écran. Donc les 3 Gugus, ceux qui se font tuer par un bus à la fin du 4e opus, ne compte pas non plus. Ça fait beaucoup de gens tués par un bus quand même. Et évidemment, je ne vais pas vous donner les chiffres parce que je veux pas que pendant votre séance vous vous mettiez à compter et que ça risque de vous spoiler, mais ça a été un bon moyen de vérifier ce que je soupçonnais. En termes de scènes impliquant un mort, on est dans la moyenne de la saga, donc c'est clairement pas là qu'on va trouver ce qui nous intéresse. En revanche, pour le nombre de morts, c'est nettement plus parlant puisqu'on a l'un des plus faibles body count de toute la saga, mais c'est surtout au nombre de séquences à suspense que l'on va trouver notre réponse, puisqu'il est le plus faible score de toute la saga. On a donc un film plus long, mais moins généreux, autant en mort qu'en suspense. Et c'est dommage parce que ces séquences à suspense, elles sont plutôt bien gérées dans le film. Elles marchent vraiment bien, et lorsqu'il décide d'être généreux en gore, c'est vraiment généreux en gore. Mais c'est pas suffisant sur toute la longueur. Et là, vous pourriez me répondre que ça laisse l'opportunité de développer les personnages, de s'attacher à eux, et de développer le scénario. Même pas en fait. Je vous l'ai dit, l'originalité de cet opus, c'est que l'on va s'intéresser à une famille. Et là, pour le coup, il y avait une dynamique intéressante. Dans tous les autres opus, on s'intéresse soit à des bandes d'inconnus, soit à des bandes d'amis. Donc, ils ont certains liens, mais pas aussi forts que celui des liens du sang. Le seul qui avait utilisé cette dynamique, c'était le second opus avec Nora et Tim. Nora qui voyait son fils littéralement se faire aplatir comme une crêpe. Dans les scènes suivantes, on la voyait dévastée, attendant la mort même avec impatience. Si c'est à moi de mourir et de monter au ciel ensuite avec ma famille, alors j'accepte ça. Et pourtant, lors du moment fatidique, c'était pas grand chose, mais ça posait déjà quelque chose d'intéressant. Alors l'idée de développer ça à toute une famille, vraiment, sur le papier, j'attendais vraiment de voir ce que ça allait donner. Sauf qu'ils s'en battent les couilles, il y a un sérieux problème d'écriture des personnages. Aucun ne dégage la moindre émotion chaque fois qu'un des membres de leur famille ne meurt. Et on n'est pas en mode loin d'un cousin germain, hein. Non, non, ce sont vraiment des membres très proches qui meurent. J'essaye vraiment de ne pas vous parler des morts elles-mêmes pour ne pas vous gâcher le plaisir, mais la première victime meurt d'une façon extrêmement violente, extrêmement graphique, sous leurs yeux, et pourtant, on n'a vraiment pas l'impression qu'ils sont si choqués que ça, si dévastés. S'ils en ont rien à faire, pourquoi est-ce que moi j'en aurais quelque chose à foutre? Ils font même des blagues. J'ai un petit souci avec l'humour dans ce film. C'est celui qui se veut le plus drôle, mais je trouve que l'humour s'éloigne un peu de celui de la saga en général. On a de l'humour noir, on a des très bonnes blagues d'humour noir, mais on est plus dans un humour un peu plus goofy.
presque cartoon parfois. Et quand c'est du comique de situation, ça peut marcher. Quand ce sont les personnages eux-mêmes qui sont censés être traumatisés de voir des proches mourir, bah ça marche pas du tout. Il y a une blague qui m'a fait rire qui se passe dans un hôpital face à des nourrissons, mais pour le reste... D'ailleurs, toute la séquence de l'hôpital est de loin la plus réussie de tout le film. C'est la séquence où on retrouve vraiment tout ce qui fait que l'on aime Destination Finale. L'humour est plus à propos, comme je le disais, et on retrouve ce qui est sans doute l'une des meilleures morts de toute la saga. Une des plus violentes, une des plus gore. C'est vraiment extrêmement généreux sur ce point-là. Sans compter que cette séquence marque la dernière apparition de Tony Todd, qui est décédé en novembre dernier. Une scène où apparemment il aurait improvisé son texte et qui est assez émouvant puisqu'il nous fait littéralement ses adieux. En revanche, je suis moins fan de ce qu'ils ont fait au personnage du Croque-Mort en lui-même. Ils ont voulu lever certains mystères, notamment sur son passé, et du coup ça lui retire toute son aura de mystère qu'il avait depuis le début de la saga. D'autant plus que ce sera le seul ajout au lore de Destination Finale. Il n'y a pas de nouvelles règles, on revient avec cette idée que on peut voler la vie de quelqu'un en le tuant, mais là encore, comme dans le 5, ce ne sera pas utilisé. On a juste un petit clin d'œil au second opus, mais ça s'arrête là. Et c'est pas le seul problème que j'ai avec le scénario qui est assez bardé d'illogisme. Par exemple, au tout début, le personnage principal, je me souviens même pas de leur prénom, c'est dire à quel point il m'intéresse. Donc ce personnage principal va aller voir sa grand-mère, celle qui a eu la vision il y a des décennies et qui a provoqué tous les événements qui arrivent dans le 6, dans sa maison où elle essaye d'échapper à la mort. Sauf que c'est un vrai nid à danger ce lieu. Des pics, des pieux, des barbelés de partout, je ne comprends pas la logique. Dans le second opus, Claire avait trouvé un moyen d'échapper à la mort en étant dans une cellule capitonnée. Il n'y avait absolument aucun danger possible. Là, c'est impossible de ne pas mourir en 2 secondes. On peut parler aussi d'une des fameuses séquences de suspense. Je vous disais qu'il y en avait beaucoup moins dans ce film, mais il y en a une qui n'a absolument aucun sens et aucune raison d'exister. Et on peut parler aussi du fait que le film a eu cette mauvaise idée de remplacer la notion de signe avant-coureur par une sorte d'ultra-instinct de la protagoniste. Je sais absolument pas comment ça marche, juste elle voit des objets, elle dit « Ah, ça pourrait se passer comme ça, comme ça, comme ça, et ça va se passer comme ça ». Ok, mais c'est pas comme ça que ça marche normalement dans la saga. Je considère pas que le film est mauvais, je considère pas que le film est raté, il a même certaines séquences qui sont vraiment très bonnes, et qui sont même très bonnes à l'échelle entière de la saga. Mais elles sont tellement dispersées dans 1h50, pas très intéressantes, qu'au final, je m'ennuie. On est loin de la catastrophe du 4, mais clairement, cet opus, pour moi, est l'un des moins bons de la saga. Moins de suspense, moins de mort, moins de générosité, moins de tout. Est-ce que s'ils font un 7e opus, j'irai voir? Bien sûr, bien sûr. Moi, je suis un gars faible, hein. Mais Bloodlines n'est clairement pas un de ces volets que je remettrai avec plaisir dans les années à venir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On n'oublie pas de liker, de partager, de commenter. Dites-moi ce que vous avez pensé du film, dites-moi quel est votre opus de la saga préférée. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas d'être curieux, allez au cinéma, regardez des films. Bye.